vous êtes dans une année clé pour l'avenir de l'Europe. Et c'est ce que je suis en train de chercher de vous dire aujourd'hui, en cherchant d'être un peu original. Parce que normalement, on dit toujours, ça, c'est une année clé pour l'Europe. Toutes les années européennes, elles sont des années clés. Eh bien, je veux chercher de vous dire pourquoi cette année-là, elle est une année clé pour l'Europe. On sait tous très bien que l'année 19 va être l'année des élections. Et pas seulement l'année des élections européennes, l'élection du Parlement de Strasbourg, mais ça va être aussi l'année du changement de toutes les institutions européennes. La Commission va changer complètement, le président du Conseil européen va changer, ils ne seront plus candidats, ni Juncker ni Tusk. La Banque centrale européenne va changer. Draghi va avoir un successeur à la fin de l'année 19, donc au mois d'octobre-novembre. Donc, l'année 19 va être une année clé dans ce qui est le bouleversement politique de l'Europe. Les institutions, elles vont toutes changer, et surtout, la couleur politique européenne va changer. Va changer parce que ce bipolarisme entre populaires conservateurs d'un côté et sociaux-démocrates de l'autre côté, qu'on a vécu pendant les dernières 20 années de la vie européenne, va probablement être changé par ce qui est en train de se passer à partir de la France surtout. Donc, ça va être une année de tremblement de terre politique, des équilibres politiques. Donc, ou bien des choses se passent cette année en termes de réforme européenne, avoir des outils finalement pour gérer d'une façon humanitaire et efficace pour la sécurité de nos citoyens tout ce qui a été le flux migratoire, la crise des flux migratoires des dernières 3 années. D'un côté, de l'autre côté, comment faire en sorte que l'euro marche vraiment, que l'euro ne soit plus associé au mot crise, comme ça a été pendant les dernières 10 années, la crise de l'euro, la crise de l'euro. À la fin, on a donné le message de nos citoyens que l'euro était une faillite, alors que l'euro n'est pas une faillite, l'euro est un succès. Ce qui est une faillite, c'est le manque, à côté de l'euro, des outils d'Europe sociale et des outils d'Europe économique, d'union économique, pour faire le sauvetage des pays en difficulté. Quand on a un problème chez nous, on le résout avec les outils de chez nous. On ne va pas à New York chercher les outils. Et voilà, donc il faut que cette année soit l'année dans laquelle on cherche à mettre toutes ces idées à point. Et comme le président Kennedy disait toujours, c'est quand il fait le beau temps qu'il faut réparer le toit. Parce que c'est le moment dans lequel on n'est pas tenté de monter sur le toit, réparer. Il y a le beau temps, donc on se met à prendre le soleil, on joue à l'extérieur. Mais en vérité, c'est quand le beau temps est là qu'on peut réparer le toit. Et quand il y a la tempête, vous avez des difficultés à monter sur le toit et à fixer le toit et à éviter que l'eau tombe. Et on a vécu ça en 9, 8, 10, 11, 12. Quand il y a eu la tempête, on a passé des années, personne ne voulait monter sur le toit, à réparer le toit. Et la pluie entrait. Et la pluie a fait des dégâts terribles dans beaucoup de pays européens, le mien, premièrement, l'Italie, mais bon, beaucoup d'autres. Donc voilà, il y a le beau temps. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est le beau temps ou pas, hein. C'est vous qui pouvez me le dire, parce que ce n'est pas aujourd'hui que vous m'entendez, que j'enregistre. Donc aujourd'hui, disons, économiquement, c'est le beau temps en Europe. Et aujourd'hui, surtout, il faut réparer le toit. Alors, donc, c'est le moment de travailler. C'est le moment de s'y mettre avec des idées et avec cette méthode, que c'est la méthode que j'aime beaucoup, que j'ai toujours appris, la méthode Delors, la méthode de Jacques Delors, c'est-à-dire les valeurs et le tournevis, ensemble. C'est un peu ce qu'on cherche de faire à l'Institut Jacques Delors, c'est cette idée que Jacques Delors nous a donnée, qu'il faut toujours avoir le lien avec les grandes valeurs. Il ne faut jamais perdre ce lien. Mais en même temps, la référence aux grandes valeurs n'est pas suffisante. Parce que si tu n'as pas le bon tournevis pour fixer les choses de la bonne manière,
eh bien à la fin ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, les gens ne sont pas contents, et à la fin les valeurs ne sont pas suffisantes. L'Europe n'existe que si elle assure des éléments de cohésion, politique. L'Europe est d'abord un espace démocratique. C'est grâce à ça que le Portugal, l'Espagne ou la Grèce, qui sortaient de régimes fascistes, ont pu accélérer leur démocratisation et leur développement grâce à l'Europe. En un temps relativement limité. Donc l'Europe est d'abord un espace démocratique. C'est un espace de paix. Et on a trop tendance à oublier que... Moi, j'ai eu un grand-père qui a fait la Première Guerre mondiale et un père qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je sais ce que c'est. Je suis né en 1943. J'ai encore cette guerre présente dans ma culture. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que la paix n'est pas un élément naturel. C'est un élément qu'il faut gagner, qu'il faut assurer, qu'il faut protéger. Et puis, l'Europe, c'est pas un espace marchand. C'est pas seulement un espace marchand. C'est un espace marchand. Mais c'est un espace qui est plus cohérent. L'Europe, c'est pas l'ALENA. C'est pas le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui est un espace marchand. Et il n'y a pas un Américain qui donne $1 pour les Mexicains. L'Europe, c'est autre chose. Il y a des fonds structurels, il y a des fonds sociaux qui permettent de redistribuer à ceux qui en ont le plus besoin pour accélérer leur développement. L'Allemagne, on peut critiquer l'Allemagne sur beaucoup de choses, mais l'Allemagne a donné plus que tous les autres pays pour partager avec ceux qui en avaient le plus besoin. La France aussi. Donc l'Europe est un élément cohérent. Cohérent du point de vue économique, avec une gouvernance économique. L'euro en particulier, qui est importante, même si on a oublié un petit peu cette gouvernance, que souhaitait Delors, avant même qu'il parte, et qu'on a oublié malheureusement, cette gouvernance sociale aussi, cet espace social, qui permet d'assurer les éléments de solidarité. Dans une situation et dans une société qui est devenue beaucoup plus complexe, plus difficile, plus individualisée aussi. Donc, d'où la difficulté à assurer les solidarités. Solidarité entre les pays. Et Dieu sait si actuellement on a des inégalités importantes qui se sont d'ailleurs accrues entre les pays les plus développés de l'Europe et les plus en retard, ceux qui ont connu les plus grandes difficultés dans la crise. Parce que ça a d'abord été une crise financière, mais c'est maintenant et encore une crise de l'économie réelle. C'est-à-dire qu'on a cru régler le problème financier, on n'a pas réglé le problème de l'économie réelle, et on n'a pas en fait réglé la crise financière, parce que comme on n'a pas régulé les marchés financiers comme il le fallait, moins qu'aux États-Unis d'ailleurs, en Europe, les mêmes causes peuvent créer les mêmes effets. Donc il faut faire extrêmement attention à ça. Donc la solidarité entre les gens, entre les individus, entre les pays de l'Union européenne, c'est ce qui me paraît le plus important dans une approche qui est plus difficile, plus complexe. Et j'aurais tendance à reprendre la phrase de Boris Vian, qui est de dire « Je ne veux pas le bonheur de tous les hommes, je veux le bonheur de chaque homme ». On est moins dans une approche collective, globale, massive, qu'on est dans l'approche plus individualisée des problèmes, parce que chaque individu maintenant rencontre des problèmes différents, suivant la nature de son travail, suivant la nature de son contrat de travail, suivant sa situation sociale. Il y a plusieurs chantiers, mais un premier défi, moi je l'ai proposé officiellement il y a quelques années. Le comité économique et social a demandé l'instauration d'un revenu minimum de survie. Ça, c'est un geste concret envers les citoyens. Parce que tout le monde en parle, surtout au niveau dans les pays du Nord, des gens qui meurent sur le trottoir de froid. Et au niveau de l'Union, bon, le débat est ouvert, mais là, cette matière est laissée aux soins des politiques nationales. Ok, il y a des pays qui en ont. Apparemment, ce n'est pas suffisant, puisqu'il y a toujours des mendiants, des gens qui dorment sous les ponts en hiver. Mais cette union, c'est une occasion fantastique de montrer qu'elle est là pour les citoyens, créer
c'est revenu je parle d'un revenu de survie qui pouvait être un pourcentage, par exemple, du salaire minimum. Donc, un geste concret de soutien aux citoyens. Parce qu'il est important que les citoyens soient convaincus du bien-être et du bien fondé de la communauté. Parce que la paix, les jeunes ont vécu dans la paix, n'ont pas connu de guerre. Donc si on leur parle de paix, ils disent alors la paix, on l'a toujours eu, mais c'est pas vrai qu'on l'a eu. Et ce n'est pas vrai qu'on l'aura si on ne fait rien. La solidarité, ça reste abstrait. Il faut rendre cette solidarité au concret. Il y a eu des gestes très importants entre 2012 et 2014 en matière de solidarité, mais les gens l'ignorent. Les gens, par exemple, ignorent qu'en 2010, on prêtait de l'argent à la Grèce, au Portugal, à l'Irlande, avec des taux d'intérêt qui étaient le double des taux d'intérêt perçus par les pays qui prêtaient. Donc, le Portugal avait emprunté de l'argent de 6%. C'était un taux d'intérêt énorme. Quand on songe que des pays qui se portaient bien à l'époque, ils avaient des empreintes pour lesquelles ils payaient un taux d'intérêt de l'ordre de 2%. En 2010, on a prêté à la Grèce de l'argent, donc les pays partenaires, avec un taux d'intérêt de 5,02%. Alors qu'en même temps, les pays qui se portaient bien toujours pouvaient emprunter entre 2 et 3%. Mais ça, les gens ne savent pas. Le progrès qui a été accompli durant ces années-là. Donc, et de toute façon, les histoires de taux d'intérêt n'intéressent pas les personnes qui sont de chômage, qui n'arrivent pas à nouer les deux bouts d'un mois. Et pour ça, il faut des mesures concrètes qui vont directement aux citoyens. Et à côté de ça, donc, il faut enseigner aux jeunes. C'est important. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui attachent beaucoup d'importance, mais il est important que les jeunes apprennent la vraie histoire de l'Europe. Et pas qu'on leur enseigne seulement les batailles où les nationaux ont gagné. Ça sert à quoi? Demain, si des mouvements populistes et xénophobes prennent le pouvoir dans différents pays, ils vont fermer la frontière et les pas suivants, ça sera quoi? Faire la guerre les uns contre les autres. Moi, je dis toujours, il y a que les naïfs, pour ne pas dire les imbéciles, qui croient qu'ils sont à l'abri. Non. Le malheur peut arriver en Europe aussi si on ne prend pas garde. Et prendre garde signifie renforcer cette union-là. On n'a pas de mieux, mais il faut l'améliorer encore. Et comme ça, à travers cette union, nous pourrons nous considérer aussi comme des interlocuteurs valables des grands blocs qui existent sur la planète, qu'il s'agisse des Chinois, des Américains, des Indiens, des Russes, etc. Donc, dialoguer, organiser le commerce, les échanges, mais en position de force, c'est-à-dire ne pas céder sur notre modèle social et ne pas accepter que ce modèle soit détérioré. Et pour revenir à Dominique, je suis certain qu'il continuera à se battre dans cette voie. Alors, il est évident que pour la mutualité aujourd'hui, alors le défi du vieillissement et la manière dont les personnes doivent être accompagnées dans leur parcours du 3e voire 4e âge maintenant. Donc nous avons depuis un certain nombre d'années déjà développé des politiques des services à domicile parce que je pense effectivement que dans le contexte actuel et probablement lié dans l'évolution également du numérique, on voit effectivement que le préventif va de plus en plus être un des éléments d'accompagnement de nos affiliés. Alors, le curatif a toujours fait l'objet d'une attention particulière des politiques de santé. Pratiquement plus de 90% des dépenses de santé sont consacrées au curatif, voire 95%. Or, effectivement, on s'aperçoit qu'en matière de préventif, ça a souvent été le parent pauvre. Donc cet accompagnement va devenir indispensable, ce qui va effectivement, grâce au numérique également, permettre d'avoir une relation qui va évoluer avec l'affilié. On va pouvoir effectivement mieux l'accompagner dans son parcours de santé, dans son parcours de vie, par rapport au développement des maladies qui deviennent de plus en plus chroniques. Ça veut dire qu'elles ne seront plus traitées de manière aiguë. Elles vont s'installer sur des parcours, des accompagnements de vie,
des accompagnements de conseils. La mutualité va évoluer vers des conseils à nos affiliés. Bien entendu, ces conseils vont devenir quelque part un des fils rouges, la manière dont nous allons nous accompagner nos affiliés, parce que dans la fonction, grâce encore une fois au numérique, tout ce qui était charge, lourdeur administrative, tout va être informatisé. Donc on va récupérer quand même un certain temps qui était octroyé finalement à des prestations répétitives. On sera effectivement plus à ce moment-là dans de l'accompagnement, dans du service, dans du conseil aux affiliés. Ça, c'est des évolutions qui vont probablement être fortement impactantes dans les 5 à 10 prochaines années. Il faudrait être en capacité de faire face à ces évolutions. Et quand je parlais tout à l'heure des services à domicile, c'est parce que c'est finalement le lieu de vie qu'il va falloir privilégier dans les années à venir. Bien souvent, on est passé en 3 stades dans la politique hospitalière, la politique de placement en maison de repos, et puis maintenant, effectivement, on s'aperçoit que grâce à les développements technologiques, la capacité qu'on a de mieux accompagner les personnes à domicile, on peut aménager les lieux de vie, on peut améliorer l'encadrement à domicile des personnes et on peut organiser finalement toute une infrastructure autour de ces lieux de vie, nettement moins cher qu'un établissement hospitalier ou qu'une maison de repos, et certainement en termes de qualité de vie, rien à comparer avec les autres formes qui ont été développées jusqu'à présent. Ça, c'est probablement aussi une des tendances dans les prochaines années qui vont se marquer de plus en plus. Sur les questions environnementales, effectivement, c'est un sujet pour la mutualité très sensible, parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés en tant qu'organisme assureur, mais en tant que citoyens, à la montée en puissance de certaines maladies qui sont des maladies chroniques, comme l'obésité, comme le diabète, qui sont principalement influencées par la qualité de l'alimentation et par la qualité de l'environnement dans lequel nous vivons. Certaines maladies sont effectivement dégénératives, liées effectivement à la mauvaise qualité de l'air, à la mauvaise exploitation des sols. Et donc toutes ces questions-là, qui aujourd'hui ont souvent été négligées, ont laissé finalement un champ assez libre aux différentes industries de produire. On ne s'est jamais posé la question de savoir quels seraient les impacts sur la santé. Or aujourd'hui, on voit effectivement et on mesure de mieux en mieux, de plus en plus, l'impact que toutes ces politiques industrielles qui ont effectivement permis d'avoir une autosuffisance alimentaire, qui ont permis effectivement de développer un certain nombre de régions, mais ont des conséquences néfastes sur la santé des populations. Et nous allons effectivement, si nous ne modifions pas les comportements de l'industrie, mais les comportements alimentaires, nous allons effectivement subir pendant de nombreuses années l'impact sur la santé, et effectivement sur les dépenses de santé. La protection sociale est dans la spécialité de l'IPSE. Je pense qu'ils ont fait pas mal le tour des défis actuels. Pour les défis futurs, ils essayent. Je pense qu'ils sont en train de suivre une bonne voie. Il y en a finalement 2 et les défis sont les mêmes pour tout le monde. C'est d'un côté la digitalisation et effectivement pour la protection sociale, ça va avoir des impacts énormes, l'intelligence artificielle, la façon dont les malades seront suivis, la façon dont les gens seront suivis également pour le meilleur et le pire. Donc ça va être un gros défi intellectuel et surtout celui que l'IPSE a décidé progressivement aussi d'explorer, c'est tous les questions des changements climatiques et de voir quel rôle pourrait avoir la protection sociale, si c'est un lien avec la protection sociale. Et de facto, ça a un double lien avec la protection sociale. Le premier, le plus philosophique, c'est à quoi sert ou à quoi a servi historiquement la protection sociale? C'est à protéger à des risques. Il y avait des risques qui étaient assurés collectivement. C'est quoi le changement climatique? C'est un nouveau risque. Et donc, c'est évident que l'expérience de la protection sociale est très utile pour savoir comment est-ce qu'on pourrait s'assurer contre ce nouveau risque climatique. Et il y a une série de personnes qui ont travaillé ou qui seront présents à des colloques de l'IPSE, comme Éloi Laurent, avec qui aussi on a écrit un livre ensemble, qui explique comment la protection sociale est liée au changement climatique, ou en anglais, Ian Gors, qui vient de sortir aussi un livre très important là-dessus. Donc ça, c'est le niveau, je dirais, le plus théorique, intellectuel, comment on peut essayer de repenser la protection sociale en fonction des défis environnementaux et penser le changement climatique comme les risques qui sont couverts par la protection sociale. Puis c'est vrai, c'est le deuxième plus terre à terre, c'est que le changement climatique va apporter sans doute des épidémies, va apporter une série de changements pour la santé, va avoir des risques accrus pour certaines
part de la population, et que ça aussi, c'est pas la peine de l'ignorer. Je veux dire, on l'a vu, et on l'a bien vu en France quand il y a des épisodes de chaleur extrême, et on voit qu'il y a une série de personnes âgées qui meurent ou surmeurent par rapport aux moyennes. Donc je pense que c'est des défis extrêmement importants, et donc c'est des défis difficiles à tenir compte, parce qu'on n'a pas l'habitude, quand on travaille dans le social, on n'a pas tellement l'habitude de s'occuper de CO2, de rétroaction, etc. Mais c'est un monde qui change, et donc la protection sociale, qui a servi quand même largement à assurer les travailleurs et les travailleuses dans le monde traditionnel, doit se repenser dans un monde qui va être en évolution radicale du fait de la digitalisation et du changement climatique. Et donc le grand défi pour l'IPSE, ce sera, à mon avis, avec ces thèmes habituels, de pouvoir anticiper, d'être précurseur dans ces deux domaines, et surtout d'essayer de les lier, parce qu'on n'a pas un avenir qui serait digital et un avenir qui est climatique. C'est vrai qu'il faut lier les deux thématiques pour essayer de comprendre quels vont être les grands défis, pas les grands défis des quelques années qui arrivent, mais les grands défis des dizaines d'années qui arrivent. Je veux dire, c'est des choses qui sont en train de changer notre monde, pas à court terme, à moyen terme, mais vraiment à long terme aussi. Donc ça, je pense que c'est le défi principal au-delà des missions classiques de l'IPSE pour celui ou celle qui non pas remplacera Dominique, mais succédera à Dominique.